Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 87 avec Éric Vessière. Savoir ce qu'on veut faire dans la vie, sans calculer, sans ne rien devoir à personne, juste avec le travail et la qualité du travail. J'ai jamais échafaudé des plans en me disant tiens, je vais faire la cour à un tel ou un tel. Ça n'a jamais été dans ma logique. C'est toujours venu comme un fleuve tranquille, vous voyez, quand vous descendez la Zambezi River, au fur et à mesure, c'est un flot, et j'ai jamais calculé ça, et après la vie m'en a donné, mais alors encore plus que je pouvais imaginer. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Éric Vessière, un expert de l'image, ce qui lui a valu d'ailleurs de nombreux prix. Il travaille notamment sur des projets novateurs pour Netflix, France Télévisions ou encore la BBC. C'est un homme de l'ombre qui sait mettre en lumière une vision et des idées à travers des images impactantes à couper le souffle. Dans cet entretien passionnant, il accepte pour la toute première fois de revenir sur plus de 40 ans de carrière en partageant les expériences les plus marquantes de son existence. En excellent storyteller, il nous livre des anecdotes pour le moins surprenantes pour le commun des mortels, et vous allez voir que son approche changera définitivement votre regard sur les documentaires. Au fil de notre conversation, il décompose son art pièce par pièce, de sorte à nous donner les clés pour explorer le pouvoir de l'image et laisser parler notre créativité. Préparez-vous à découvrir les coulisses de la réalisation comme vous ne l'avez encore jamais fait. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez bien attentifs et restez avec moi jusqu'au bout. Vous écoutez le Manal Show, le podcast inspirant qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Depuis le 10 septembre, j'ai lancé le 5 Minutes to Learn, un programme innovant qui vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour en seulement 5 minutes. J'aborde des thématiques très variées, telles que la productivité, la gestion du temps, les finances, la créativité ou encore la gestion du stress. Des leçons que je vous dépose délicatement tous les jours dans votre boîte mail. C'est un énorme challenge que je me suis lancé pour vous proposer une expérience d'apprentissage unique et je suis super satisfaite de voir que vous êtes déjà très nombreux à avoir rejoint ce programme. Alors si vous aussi, cette année, vous avez pour objectif d'essayer quelque chose de différent et ainsi essayer d'avoir des résultats différents, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien disponible dans la description de ce podcast ou d'aller faire un tour sur le site lemanalshow.com. N'oubliez pas que votre réussite dépend de votre niveau de connaissance. Il suffit d'énumérer ses nombreuses réalisations pour comprendre l'ampleur de son talent. Cinéma, documentaire, émissions télé ou encore événements sportifs, il marque le monde audiovisuel par son empreinte singulière, son style unique de capturer le temps du bout de son objectif. Nul ne peut nier le pouvoir de l'image. Elle peut fasciner, elle peut émouvoir, elle peut révolter. Partager une image, c'est avant tout une expérience humaine, une invitation à voir le monde sous une perspective différente. Capturer la bonne image, c'est tout un art. Et tel un maître japonais qui affine chacun de ses gestes, il dédie sa vie à perfectionner son art pour amener la réalisation à un niveau supérieur. Avec plus de 8000 heures d'images aériennes à son actif, il est reconnu comme étant l'un des meilleurs caméramans français. Il a voyagé sur les 5 continents et a capturé des images inoubliables des plus beaux paysages au monde, au Brésil, en passant par l'Éthiopie, le Mexique, la Polynésie française, le cercle polaire ou encore la Californie. Au-delà des compétences techniques, il détient un pouvoir extraordinaire qui est le pouvoir de l'image, capable de vous transporter et de vous émouvoir. Réalisateur et chef opérateur expert en prise de vue aérienne, son nom est associé à la rigueur et à l'excellence. Je vous invite à plonger dans son univers pour découvrir le monde à travers son objectif. Éric Vessière, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors Éric, je commence tous mes entretiens avec la même question, certainement la plus importante à mes yeux. Pourquoi ?
Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Ce que je fais aujourd'hui, en fait, vous savez, je pense que chaque humain a des rêves d'enfant. Moi, ça vient depuis l'enfance. J'ai été bercé. Bon, j'avais des grands-parents, un grand-père que j'adorais, avec qui on regardait au Pays Basque le dimanche, dans les années 60, des programmes sur les animaux à la télé. Il y avait le western le dimanche. Et donc, on regardait les films de Frédéric Rossif qui passaient tous les dimanches. On regardait Caméra au point de Christian Zuber qui filmait en Afrique la vie sauvage des animaux, et puis le commandant Cousteau. Ah oui, l'Odyssée du commandant Cousteau, ouais. Ça faisait rêver tous les Français. Et je me disais, mais quel métier fantastique. Vous savez, quand on est enfant, ça fait rêver. Alors, ouais. Je me disais, mais comment, quelle chance de pouvoir voyager et filmer les animaux. Ça, c'est un métier, mais... C'est à ce moment-là que vous avez nourri cette passion pour l'image ? Oui, je pense, oui, c'est venu comme ça. J'ai eu plusieurs passions. Mon père, j'avais un père qui était très fort, avec beaucoup de caractère, mais qui aimait la mer, qui aimait la forêt, qui m'a fait découvrir tout ça, la nature... Tout vient de là. Ouais, toutes ces personnes, en tout cas, vous ont inspiré. Ce que je vous propose, Eric, c'est de faire un petit flashback dans l'enfance. Parce que c'est vrai, on le sait, notre personnalité se forge dès l'enfance. Et bien sûr, un facteur déterminant dans la construction de cette personnalité, c'est l'environnement familial. Et j'aimerais beaucoup savoir comment vous avez vécu votre enfance et quel type de relation vous aviez avec vos parents. Moi, je suis fils unique. On était une famille très modeste. Mon père et ma mère vivaient au Pays Basque à l'époque. Mon père avait travaillé pour Luis Mariano et la marquise d'Arcang à l'époque. Et j'avais une grand-mère aussi qui était très forte. Qui avait une vie, qui était couturière, mais qui faisait de la haute couture, qui habillait toutes les grosses fortunes de la côte basque à l'époque. Et j'avais donc mon père, ma mère, et bon, à un moment, ils ont été obligés de monter à Paris parce qu'à cette époque-là, au Pays Basque, il y avait pas beaucoup d'activités. Et, nous sommes arrivés auprès des usines Renault à Boulogne-Billancourt. Donc j'ai vécu pour le travail, en fait. Voilà. Mais j'ai grandi avec beaucoup d'amour parce que mes parents s'aimaient énormément, dans des conditions très modestes. Mais avec beaucoup d'amour et puis des passions. Un père passionné par la mer, la pêche, ma mère aussi qui l'adorait, qui le suivait dans la pêche. Alors on partait en Normandie le week-end et tout ça. J'étais toujours en contact souvent avec la mer et puis aussi chaque vacances c'était le retour à Arcang avec les grands-parents. Dans une grande maison, d'un seul coup, ça me changeait, à fabriquer des cabanes, aller à la plage. Moi, j'ai l'impression que vous avez vécu une enfance plutôt sympathique, plutôt heureuse, épanouie. Et quel genre de relation vous aviez avec votre père ? Il me semble que vous étiez très proche de lui. Oui, j'étais très proche de lui, mais c'était contrairement... moi, c'était quelqu'un de très grand, blond, les yeux bleus, une force de la nature, avec beaucoup de caractère, mais aussi très tendre, mais avec beaucoup d'autorité. Mais j'avais une énorme admiration par sa force, par son charisme, parce qu'il était capable de faire. Il était très doué avec ses mains, donc. Oui, c'est le petit garçon qui admire son papa, quoi. Ah, mais j'étais en admiration totale. Et ma mère, qui était beaucoup plus en retrait, mais enfin, qui était plus charismatique, mais ils allaient très bien ensemble. Ils s'aimaient. En tout cas, quand vous parlez comme ça de votre enfance, vous avez le sourire jusqu'aux oreilles, et c'est plaisant à voir. Ça se voit que vous avez vécu une enfance plutôt agréable. Et c'est touchant aussi de voir que vous avez beaucoup de respect pour votre père, avec qui vous entreteniez une relation assez particulière. Quelles valeurs vous a-t-il inculquées ? Il m'a inculqué beaucoup de valeurs. Il m'a inculqué d'être droit, d'être correct, d'être poli, de bien savoir se tenir. Il m'a donné une bonne éducation, tout en étant ferme aussi, parce que j'ai fait une ou deux fois, j'ai fait des bêtises. J'ai pas été au catéchisme, il s'en s'est rendu compte, parce qu'à l'époque. On fait tous des bêtises quand on est enfant. Ouais, mais enfin bon, là, pour moi, c'était comme si j'avais un peu trahi ou. Vous étiez le genre d'enfant un peu, assez sage, j'ai l'impression. Oui, j'étais quand même. Je parlais pas beaucoup. J'ai grandi, j'étais tout seul, donc j'arrivais à m'amuser tout seul. En tout cas, il a essayé de vous mettre un cadre
Et avec des vraies valeurs assez fortes. Très fortes. Après, en grandissant, en étant ado, ils m'ont jamais dit il faut que tu fasses ça. Ils voulaient que j'ai une culture générale, donc j'ai fait des études universitaires. Mais justement, ça se passait comment à l'école alors ? À l'école, j'étais un enfant assez rêveur. Et j'étais moyen. On me disait toujours peut mieux faire, mais j'ai jamais trop forcé. Et puis je savais pas trop quoi faire en fait, parce que j'avais toujours cette idée à l'Afrique sauvage. Mais comment, à l'époque, dans les années 60, comment arriver à ça ? Ouais. Alors donc bon. Après, ce qui s'est passé avec l'amour de la mer que mon père avait communiqué, et comme j'étais souvent au Pays Basque, j'ai découvert le surf à une dizaine d'années, dans le début des années 70. Donc là, ça a été une révélation. Et justement, à 19 ans, vous décidez de quitter le cocon familial pour partir à l'aventure en Australie, avec justement votre planche de surf et votre sac à dos, mais pas que. Vous emmenez avec vous un objet qui va vous suivre pour le reste de votre vie, votre première caméra. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, quand même, qui avait fait l'armée au Maroc et tout, il voulait quand même que je fasse le service militaire. Et moi, à l'époque, le service militaire est obligatoire. Ah oui, c'est vrai. Et comment vous avez fait pour contourner ça ? Bon, j'ai été voir un toubib parce que j'avais eu un accident de vélo quand j'étais gosse, j'avais un problème au rein, donc j'ai été voir un toubib, j'ai dit moi vraiment allez hop, l'ordonnance. Le service militaire, je trouve que c'est un an de perdu pour moi, j'ai autre chose à faire, je veux partir en Australie comme j'avais fait des études de lettres, d'anglais, l'espagnol, donc je me suis dit bon, j'ai réussi à faire. Donc c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête depuis un moment. Oui, ça faisait déjà longtemps, mais ma mère mettait le frein parce que je connaissais des Australiens, j'avais des contacts au Pays Basque par des Australiens qui venaient, qui étaient plus âgés que moi. Donc j'avais des points de chute en Australie. Mais à 18 ans, elle me disait t'es trop jeune, il faut que tu attendes. Donc il y a eu plusieurs années d'attente. Et puis finalement, j'ai eu le feu vert et je suis parti. Et mon père m'a toujours fait confiance. Et bon, il s'est incliné. Il m'a dit bon, tu t'es fait former et tout. Et 3 jours avant de partir, j'avais ma caméra étanche avec un boîtier étanche parce que mon idée c'était déjà de faire le tour de l'Australie à la recherche de différentes vagues parce que je savais où oui, un vrai passionné de surf forcément, voilà. C'est le terrain de jeu idéal. Voilà, et avec ma caméra et puis filmer dans l'eau. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, à Biarritz, il y avait un cinéma qui s'appelait le Pax, où il passait des films de surf des années 70, c'était les précurseurs. Et nous, on regardait ça, on rêvait, on voyait ça, on se disait mais c'est... Donc ça, c'était le goal. Ouais. Aller en Australie et filmer dans l'eau. Voilà. Cette caméra, c'est votre père, je crois, qui vous l'a donnée. C'est mon père qui... Alors, avant de partir, sur mon lit, il y avait... Et je l'ai encore, elle marche encore. C'est vrai, j'allais vous poser la question, est-ce que vous l'avez gardée ? Je l'ai gardée. Ah, c'est génial. Elle marche encore, c'est avec des pistes, une petite caméra, et vous rentrez, c'est une caméra film Super 8, et que vous rentrez dans un boîtier, et donc j'avais la caméra posée sur le lit, il m'a dit tiens, je t'offre cette caméra pour... Ah, c'est génial. C'est vraiment beau. On peut dire qu'à 19 ans en Australie, vous étiez en train de vivre votre meilleure vie. Ah oui, c'était génial. Et puis je regrette pas de l'avoir fait parce que ma mère me disait mais c'est maintenant il faut que tu le fasses parce qu'après ce sera pas les mêmes conditions. Mais justement, à votre retour d'Australie, eh bien vous faites la rencontre d'un homme qui va être déterminant dans votre vie, Isao Matsushita. C'est bien ça, je l'ai bien prononcé. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Isao Matsushita et comment s'est faite la rencontre ? J'avais un copain qui était bassiste et quand je rentre d'Australie, je lui montre mes images. Il me dit mais c'est super. C'est la première personne à qui vous avez montré ces images ? Oui, c'était mon copain et il me dit écoute, j'ai rencontré un japonais qui a fait la guerre du Vietnam, qui est installé en France. C'est un grand photographe, c'est un personnage assez unique. Là, il fait un documentaire. Tu veux pas venir le rencontrer, tout ça, parce qu'avec les images que tu as ramenées d'Australie. Et donc, c'est lui qui me l'a présenté. D'accord. Et donc, j'ai rencontré Isao. C'était à Nantes, je me souviens. Et c'était un personnage qui... brillantissime, qui connaissait l'électronique, qui était capable de le film, qui connaissait les caméras, qui était capable de fabriquer déjà un ordinateur comme ça, mais aussi qui avait le côté artistique, il avait les deux, c'est très rare.
Il y a des gens qui sont très très forts en technique. Oui, mais puis, pas en créa, c'est vrai. Et en artistique. Alors, avoir les deux, et puis une espèce de philosophie, un recul après ce qu'il avait vécu au Vietnam. Ok. Mais alors, Isao Matsushita, quel rôle a-t-il joué dans votre construction professionnelle? C'est un deuxième, j'hésite pas à le dire, ça va être un deuxième père. Ah oui, c'est fort. Ah oui, non, c'est extrême. C'est un moment... Donc il a joué un rôle très important. Ah mais crucial, sans lui je serais pas là, je sais pas ce que j'aurais fait, mais sans lui. Alors la rencontre se fait, et puis je lui montre mes images, et je me souviens, il était là, il fumait ses Denil, il disait rien, parce que c'est quelqu'un de très humble et pas du tout expressif et tout. Et il me dit, donne-moi ton téléphone, et puis je rentre chez moi, et 3 semaines après, le téléphone sonne, mon père me dit, oui, il y a un Chinois qui veut te parler, il comprenait pas très bien ce qu'il dit. Un Chinois. Et il me dit, et là, c'est Isao qui me dit, mais écoute, j'ai un tournage à Madrid, pendant 3 semaines, tu parles espagnol, moi je parlais, pour les langues, je me débrouille pas trop mal, j'ai besoin d'un assistant qui va faire un peu le lien avec la production japonaise qui va arriver, qui va nous arranger un peu de logistique avec les Espagnols. Et voilà. Donc vos images l'ont convaincu visiblement. Ah, oui, ça lui, il a rien dit parce qu'il était. Donc il ne laissait rien paraître sur le moment. Jamais. Ah, le vrai maître japonais. Ouais, juste ce qu'il disait, c'est quand il n'y avait pas de problème et que les images étaient correctes, que ça lui convenait, il disait ça passe. Alors quand il disait ça passe, c'était déjà très bien. C'était gagné. Alors, ok, je vois le délire. Après on avait fini, on allait, quand on était à Paris, on allait là. Mais à l'époque, il y avait 3 restaurants japonais qui coûtaient, c'était hors de prix. On avait fini, et là, on allait manger au restaurant japonais. C'était tout un rite. Oui, un cérémonial, etc. Ouais. Absolument. Alors, il a joué un rôle important, c'était votre mentor, et je crois même que vous l'appeliez maître, c'est ça? Oui, bien sûr. Ouais. Et il m'a appris... alors, ce qui se passait, c'est que lui, à l'époque, c'est lui qui tenait la caméra, donc moi j'étais derrière, et d'un seul coup, j'ai basculé d'un monde à l'autre, et puis il m'a donné confiance en me disant que on peut toujours tout réussir dans la vie, il suffit d'y croire, d'y mettre toute sa force, toute sa passion. Et je pense, c'est ce qui l'a convaincu, parce qu'il était sollicité aussi, il y avait d'autres gens qui le voyaient, et il m'a choisi. Il m'a dit, bon Eric, tu veux travailler avec moi? Mais pourquoi est-ce que vous savez pourquoi il vous a choisi vous? Pourquoi il a choisi de s'investir autant dans votre apprentissage? Il vous l'a jamais dit? Non. Un jour, il m'a dit. C'est peut-être le feeling, hein. Des fois, il y a des choses comme ça. Oui, voilà, mais il voyait aussi que j'étais motivé, que je baissais jamais les bras. Ça lui a plu, oui. Oui, et puis il m'a appris l'humilité, il m'a appris à tenir une caméra, il m'a appris toute la philosophie de tenir une caméra, de filmer quelqu'un, comment filmer quelqu'un. Il m'a appris l'échelle des plans, il m'a appris la vie, il m'a appris aussi à prendre confiance en moi et à me dire que je pouvais y arriver. Une seule fois, on était en Autriche, il m'a fait un compliment, et ça je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que quand on avait fini un tournage, il avait fini de tourner, parce qu'on tournait à peu près dans toute l'Europe, selon les productions japonaises. Donc il tournait, mais après, quand la production rentrait au Japon avec les images, on avait toujours ce rythme, on restait 1 journée ou 2, et lui, on changeait les rôles. C'est moi qui tenais la caméra, et il me disait, raconte-moi la ville en 10 minutes. Intéressant. Et donc, lui faisait l'assistant, et c'est moi qui tournais, et après, on regardait les images, et il me disait ça, sans trop m'indiquer, il me disait ça, pas bon, ça va bien, ça, voilà. Donc, on inversait les rôles. Ouais. Et un jour, on est parti en Autriche, tourner, c'était un philharmonique, et c'était l'école Yamaha, avec des jeunes japonaises toutes jeunes qui jouaient dans un philharmonique, c'était juste avec la méthode Yamaha. Mais ça doit être magnifique. Incroyable. Des enfants, hein, Et on est resté à Vienne 2 jours après avoir tourné, et quand on est rentré, je m'en souviens toute ma vie, on a pris l'avion à Vienne, on est rentré en France, et avant de se poser à Orly, il m'a regardé, il m'a dit, un jour Eric, tu seras un grand caméraman. Alors ça, j'étais... ça, c'est quelque chose qui m'a touché. Même à 60 ans, je m'en souviens encore. Ouais. Et alors, quand je suis rentré, parce qu'à l'époque, j'habitais encore chez mes parents, c'est quelque chose qui m'a... Mais alors, ça m'a donné espoir. Je me dis, mais rien qu'avec cette phrase, ça vous a donné l'espoir que vous attendiez, énorme. En fait, de la part du maître. C'est le meilleur compliment qu'on puisse avoir. Il n'y en a pas souvent, mais alors, il y a eu juste un.
Et puis après, bon, on a continué à collaborer ensemble. On est parti au Japon ensemble. Il m'a amené au Japon, et comme c'était une grande famille, la famille Matsushita, c'était des gens qui faisaient. Il avait plusieurs frères qui faisaient des composants électroniques. Donc il connaissait tout le Japon. Donc j'ai eu la chance de découvrir un Japon inconnu. Comme personne, au en fait. Gaijin. Ouais. Les Gaijin, c'est les étrangers. D'accord. Moi, j'étais avec le maître, donc j'ai pu... Full access. Full access. Access backstage. Mais Isao Matsushita, c'est vraiment quelqu'un qui me rappelle beaucoup l'histoire de Jiro. Jiro, le maître sushi qui a travaillé son art pendant des années et qui aujourd'hui a 3 étoiles au guide Michelin, c'est exactement la même chose. Et il y a quelque chose que vous avez dit aussi tout à l'heure qui m'a beaucoup marqué, c'est en fait il m'a appris la vie, il m'a appris aussi à avoir confiance en moi. Et récemment, j'ai entendu en fait une interview de Martin Scorsese qui disait justement que lui-même avait eu un mentor quand il était jeune, qui lui a appris à avoir confiance en lui. Et finalement, c'est ça le plus grand enseignement qu'on peut retenir et dont on a besoin quand on vient de débuter, quand on est jeune, c'est avoir confiance en soi pour pouvoir réaliser ses plus grands rêves. Absolument. C'est la plus grande leçon en fait qu'on puisse avoir. Absolument. Au-delà même des compétences techniques. Oui, voilà. Mais moi, je suis persuadé que c'est la transmission de savoir, surtout dans des métiers un peu à part, ou même, oui, nous, quand vous faites des tomates ou comme ça, il y a la transmission par un ancien, quelqu'un qui. Ça, j'en suis persuadé. C'est le meilleur apprentissage possible. Je crois. Ouais. C'est vrai. Et j'ai eu de la chance, j'ai rencontré ce monsieur, il m'a fait découvrir tellement de choses, j'ai dit, mais toute cette philosophie qu'ont les Japonais, même que ce soit pour vous parliez de la cuisine japonaise, ça peut être pour les arts martiaux, comment on appréhende un art ou un métier, et ça c'est typiquement japonais. Ouais, discipline japonaise, vraiment Absolument. dans le détail, Absolument. dans la précision. Perfectionniste, en fait. Perfection. humilité. Ouais. C'est passionnant en tout cas. Est-ce que Isao est toujours vivant? Est-ce que vous avez des contacts avec lui? Écoutez, je n'ai pas de contact depuis 4 ans. Ça ne m'étonne pas parce que je pense qu'il a tourné la page. Je l'ai eu il y a 4 ans. Bon, il produisait à Roland-Garros, donc quand je l'ai revu il y a une dizaine d'années, je venais d'avoir deux garçons. Et on s'est promené dans Roland-Garros, main dans la main. Il était très ému, j'étais très très ému. Et après, il a arrêté, parce que l'âge venant. Et puis, je pense que maintenant, même avec les contacts que j'ai au Japon, j'ai toujours essayé de le joindre. C'est terminé. Je n'arrive pas à rentrer en contact avec lui. Est-ce que ça fait partie de la culture japonaise? Je pense. C'est de sa façon de se comporter, il a tourné une page. Il a accompli sa mission avec vous. Il n'y a pas de site internet, pourtant il pourrait en mettre, mais... Ah ouais, il n'est pas du tout visible sur le net, non. Il n'expose pas son travail. Rien. Grande pudeur et grande humilité. Quoi. Absolument. Alors je pense souvent à lui. Ça vous manque pas justement de si. pas lui parler? Ouais. En tout cas, je sens que vous êtes très ému de parler de ça. Oui, parce que sans ce monsieur, qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais pas, j'ai eu la chance de rentrer par la grande... D'un seul coup, tout a basculé, mais en l'espace de 24 heures, vous voyez. Vous passez de l'Australie à faire du surf, à faire tous les petits boulots, polir les opales, faire serveur, faire tout et n'importe quoi. Et puis d'un seul coup, vous vous retrouvez au Ritz. J'osais même pas traverser le hall d'entrée parce que j'étais tétanisé. Mais vous l'avez peut-être tellement voulu. Est-ce que vous connaissez la loi de l'attraction? La loi d'attraction. Expliquez-moi. Le fait de vouloir tellement quelque chose de toutes ses forces et de l'imaginer, de le visualiser et vraiment même de se définir des objectifs précis, que finalement on amène à soi ce qu'on a envie de faire. Oui, mais... C'est un peu ce qui s'est passé dans votre cas. Oui, mais vous voyez, moi j'ai jamais calculé tout ça. C'est venu oui, ça naturellement. Vient naturellement. On a l'impression que c'est comme par magie. Oui, moi je sais pas ce que c'est, de la chance. Oui, de la chance, et puis le savoir ce qu'on veut faire dans la vie, sans calculer, sans rien devoir à personne, juste avec le travail et la qualité du travail. J'ai jamais échafaudé des plans en disant tiens, je vais faire la cour à un tel ou je vais chercher ça parce que ce monsieur peut m'apporter. Ça n'a jamais été dans ma logique.
c'est toujours venu comme un fleuve tranquille. Vous voyez, quand vous descendez la Zambezi River, au fur et à mesure, c'est un flot. Et j'ai jamais calculé ça. Et après, la vie m'en a donné, mais alors encore plus que je pouvais imaginer. Grâce à j'ai rencontré Serge Gainsbourg, j'ai travaillé pendant 15 jours avec Serge Gainsbourg, avec Jeanne Moreau, avec James Bond, avec Al Jarreau, avec Nougaro, avec Charles Trenet, avec Francis Ford Coppola, après avec Jean-Jacques Hano, j'ai eu mais tout est venu naturellement. Et ne pas être dans le calcul, juste laisser faire les choses et on peut être très surpris du résultat finalement. Alors on va continuer Eric parce qu'il y a encore plein de choses à raconter. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez vécu des situations très dangereuses, qu'on aurait même du mal à imaginer et qui ont dû être hyper difficiles en fait à gérer sur le moment pour vous. Et je pense notamment à la journée du 19 avril 1997, prise d'otage en Afrique sur le tournage de l'émission Faut pas rêver. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'était un faux pas rêvé sur les Afars. Les Afars, c'est un peuple qui est nomadisant dans le désert du Danakil, qui se promène entre la Somalie, l'Éthiopie, et où se pratique la loi du talion. Et ils ont un rite qui s'appelle le Kosso, qui est en fait une espèce de la soulafare avec une espèce de petite balle où les guerriers s'entretuent pour avoir cette balle. C'est une espèce de rugby à phare, mais qui est très difficile à localiser. On ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Et là, en l'occurrence, j'ai eu la chance. On est parti, on est allé dans le désert du Danakil, et j'ai eu la chance de le voir. C'est très violent et c'est tribal, hein, c'est des manifestations tribales. Alors vous êtes là pour là, je suis avec une caméra, avec une caméra, et là aussi il y a eu, vous savez, ça a été communisant aussi là-bas, tout le monde avec des l'AK-47, les bergers au lieu d'avoir un bâton, ils cymballent avec. Ils étaient prêts à tirer quoi. Donc un qui est venu me voir et qui m'a planté une Kalachnikov dans le ventre et qui l'a armé, et j'ai vu le moment où c'était la fin. Et j'avais à l'époque, vous savez, des chemises de reporter avec un bic 4 couleurs, dont je remercie Monsieur Bic, ça m'a sauvé la vie en fait. J'ai de peur, de panique. J'ai sorti le bic, je lui ai montré, il a vu le bic, il avait jamais vu un bic de sa vie. Il a baissé son AK-47, il a pris le bic et il est parti avec. Sérieusement ? Ouais, ça paraît... Ça paraît incroyable. Ouais. Mais vous savez, dans ces régions-là, le bic, c'est misère. Le stylo, on est d'accord. Le bic 4 couleurs. Vous avez sorti un stylo et il a j'avais posé sa Kalachnikov. De peur, j'ai mis ma main dans les poches. Vous avez fait un échange, en fait. Ouais, comme ça, il a vu ça. Et il s'est dit, mais un bic, mais c'est quoi ? C'est incroyable. Oui. On peut dire qu'un stylo vous a sauvé en fait. Absolument. En tout cas, on n'imagine pas qu'une telle scène pourrait se produire quand on va justement avec sa caméra pour capturer une image. Mais c'est pas fini. Un an après la prise d'otage en Afrique, un autre événement marquant vous frappe de plein fouet. Et cette fois, il s'agit d'un accident assez grave puisque vous crachez en hélicoptère sur le Paris-Dakar avec à bord 2 autres personnes, le présentateur Gérard Holtz et le pilote René Demenet. C'est bien ça. Oui, c'est ça. À l'époque, c'était les Dakar, je veux dire, en ancienne version. Maintenant, nous travaillons sur le Dakar avec des boules gyrostabilisées, avec des gyroscopes. Mais à l'époque, on travaillait avec une caméra à l'épaule. Donc, on volait très, très bas. Bon, il y a eu un problème. J'ai jamais vraiment su ce qui s'était passé, mais je n'ai pas cherché à savoir. Et l'hélicoptère est parti. Elle a perdu la puissance. C'était la première étape du Dakar. On est parti. Il s'est mis à tourner comme le rotor. Moi, j'ai été éjecté de l'hélico et juste avant de taper dans le sol, je sais pas pourquoi. C'est Dieu. J'ai été ramené à l'intérieur. Le rotor a coupé la queue en 2. La cellule s'est fendue. Il s'est couché sur le côté. Bon, le pilote était gravement blessé et Gérard et moi, Gérard avait le métacarpe cassé, moi tout avait volé, j'avais le genou abîmé, mais on était vivants. Et on a eu gros choc. On a eu, mais même le bureau enquête accident a toujours dit, ils n'ont jamais compris que je sois encore en vie. Hein. On m'a toujours dit, Monsieur Vessia, il faut profiter de la vie parce que là, vous avez eu beaucoup de chance. Et en fait,
avec Gérard, ce soir-là, quand on nous a rapatriés sur Nador, on a décidé de repartir. Et de remonter dans l'hélico le lendemain. Ouais. Comment vous trouvez la force de faire ça ? Déjà, ce qui se passe, c'est que quand vous sortez d'une histoire comme ça, les 2-3 premiers jours, vous avez l'impression de marcher à 50 cm au-dessus du sol. Comme vous savez pas si vous êtes mort ou si vous êtes vivant, vous avez cette espèce de sensation, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, d'être encore vivant, mais une espèce d'être sur un nuage. Donc vous n'êtes pas totalement lucide en fait. Non. Mais que faire ? Ça a été tellement dur d'y arriver, d'avoir le Dakar, d'être pris sur le Dakar. Si je remonte pas le lendemain, ça s'arrête. C'est fini. Vous avez toujours ce choc. Moi, après, je vais mettre quand même 5 ans pour me reconstruire, sans psy, sans rien, juste avec le travail. C'est-à-dire que tous ces efforts sont anéantis parce qu'il y a eu cet accident. Donc il faut tout de suite. Ouais, je comprends. Faut pas trop cogiter parce que si faut pas trop réfléchir en fait. Sinon, c'est comme quand on fait une chute à cheval, quoi. Faut tout de suite remonter. Oui, si vous n'avez pas, voilà. Donc on est remonté. Et on est arrivé jusqu'à Dakar. C'était pas possible de baisser les bras et de rentrer à la maison battu. Donc on a continué, on est arrivé jusqu'à Dakar. C'est en rentrant en France que là, ça a été... Vous avez une prise de conscience. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous avez pris la bonne décision sur le moment ? Oui. Oui, Aucun regret ? Non. Ok. Non, parce que sinon ça veut dire c'est un échec, ça m'a ramené ailleurs. Puis j'étais pas du genre à baisser les bras même avec un truc comme ça. Après ça a été dur. Parce que pendant 5 ans après, pour faire confiance aux hélicos... C'est ce que j'allais vous demander, parce que vivre ce genre d'expérience, ça nous pousse à voir les choses différemment. On se rend compte que finalement, la vie ne tient qu'à un fil. Mais j'imagine que pour vous reconstruire, vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez justement ce qui s'est exactement passé ce jour-là ? Est-ce que c'était une erreur du pilote ? J'y ai souvent pensé, mais je veux pas en parler. Je veux pas savoir. Pourquoi ? Parce que ça sert à rien. Déjà, il faut s'estimer heureux d'être sorti d'un accident comme ça. Après, tout le monde peut faire des erreurs. Vous pensez que ça n'apporte rien en fait au reste ? Non. Déjà, j'ai eu la chance de m'en sortir vivant. Ça va servir à quoi ? D'aller fouiner, d'aller gratter, de retourner encore et encore toujours cette histoire. Mais au fond de vous savez ce qui s'est passé ? Même si vous ne voulez pas forcément le partager, vous le savez. Oui, bien sûr. C'est juste que vous voulez pas forcément... Non, ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Mais je pense que c'est important. Quand même, c'est important pour vous en tout cas. Oui, je sais. C'est l'essentiel. Parce que moi, à votre place, j'aurais mené la petite enquête quand même. Oui, mais mais même sur le moment, j'ai su quand le klaxon s'est mis à déclencher, j'ai bien su ce qui était en train de se passer. Mais après, quand vous sortez d'une histoire comme ça sert à quoi encore il faut pas regarder derrière. Il faut regarder devant, il faut avancer. En tout cas, ça pourrait nuire, je pense, à certaines personnes si vous en parliez, si j'ai bien compris. Donc, on n'en parle pas et je respecte totalement. Alors, Eric, vous avez réalisé une série documentaire sur le jaguar. Le jaguar qui est considéré comme l'animal le plus difficile à filmer parce qu'il se montre que très rarement. Il se fait désirer, le jaguar. Vous, Eric, vous avez réussi en restant plus de 10 mois dans la forêt amazonienne. Alors, expliquez-nous un peu comment se passe ce type de tournage, comment se prépare justement ce tournage, comment vous vivez tout ça sur le moment. Alors, suite à l'Afrique sauvage, on a fait les chroniques dans la foulée, on a fait les chroniques de l'Amazonie sauvage. Donc, on me demande, est-ce que tu es prêt à partir pendant 10 mois au Pantanal ? Le Pantanal, c'est la région Mato Grosso do Sul, au Brésil, qui est à la frontière, si vous voulez, c'est les contreforts de l'Amazonie. C'est une région, mais juste, c'est magnifique, la lumière est sublime. Et là, je me suis retrouvé dans une petite maison avec un ULM qui peut poser dans l'eau, des gros optiques pour l'animalier. Et voilà, allons-y et partons, tout ce qui peut se tourner. Et évidemment, la rencontre avec le jaguar. Et là, ça m'a, c'est toujours un animal qui m'a fasciné parce qu'il n'est pas facile à voir. Et les rencontres proches comme ça, c'est juste... Mais si j'ai bien compris, Eric, vous restez 10 mois seul dans la jungle ? Oui, on était 3. Ah donc, ok, vous étiez 3 seuls dans la jungle à essayer d'observer le jaguar et à essayer de le capter. Lever 4h du matin. Mais je crois que ça a mis du temps quand même. Pour ça met 3 premiers mois, très difficile. Si vous voulez, il y a toute une question de repérage.
D'accord. de trouver, savoir, avec le savoir de gens qui ont chassé des jaguars, qui connaissent l'endroit. Et c'est contrairement à l'Afrique où là vous vous pistez, là il faut trouver les endroits où passent les jaguars et rester là. Donc je suis resté pendant près d'un mois sur une tour. Sans rien voir. Si, en commençant à voir, mais resté quand même pendant un mois avec du riz et de la viande séchée. Ah, Et quand même. pour pouvoir, au moment où l'eau baisse, parce que quand l'eau baisse, c'est le moment où les jaguars se reproduisent. D'accord. Donc vous les entendez, vous entendez les femelles et tout. C'est un peu c'est la cuenca. Ils font le son comme dans la musique brésilienne, c'est ou comme ça. Et avoir la chance d'en voir, et puis aussi le camp, d'un seul coup vous êtes là au bord de l'eau, vous voyez des moustaches qui sortent, il est en train de nager parce qu'il peut nager, il nage comme un poisson, il met la tête sous l'eau. Oui, il pour est à l'aise attraper. sur terre comme dans l'eau en Absolument. fait, incroyable. Absolument. Et lorsque vous réussissez enfin à l'apercevoir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? D'abord, il y a eu plusieurs rencontres où là je suis pas prêt et je reste Ébahi. ou tétanisé, assis sur ma caisse. Donc si je comprends bien, il n'y a pas d'image de ça? Non. Ah mince. Bah oui, mais ou alors je pars Elle est dans votre tête en fait. Je pars en l'image. arrière et je tombe par terre parce que je le vois, il est à 15 mètres de moi, il sort de l'eau, il s'ébroue, il me regarde d'un air de dire mais qu'est-ce que tu fais là toi? Et puis après, avec la patience, on arrive à avoir... Alors là, quand on arrive à en avoir un dans un optique, c'est juste sublime. Tout ce qu'on pense, c'est dire est-ce que ça tourne bien? Est-ce que je suis bien cadré? Est-ce que le fond est bien? Est-ce que il faut que je le garde comme ça en plan large, ou que j'ai le temps, je serre tout de suite, ou je le garde, j'attends qu'il... Vous voyez, et après on est à tous les... Est-ce que j'ai assez de batterie aussi? Voilà, où j'ai pas déclenché trop tard, et où j'ai trop tourné et je vais arriver en fin de bande et je vais pas voir ce qu'il faut. Donc après, mais ça je me suis entraîné aussi. Il y avait les aigles pêcheurs. À force d'observer, vous savez, vous avez un aigle pêcheur, il est là sur une branche d'arbre, il peut rester pendant des heures, et puis vous allez déclencher, et puis il décolle pas. Mais à force de regarder son comportement, ce qui se passe en bas dans la rivière comme ça, vous arrivez à déclencher au moment 10 secondes avant qu'il c'est ça, décolle. En fait. C'est que vous êtes devenu un excellent observateur et que l'idée c'est d'essayer même d'anticiper en quelque sorte ce que l'animal va faire pour essayer d'avoir l'image que vous avez en tête. C'est la clé de toute cette histoire, c'est d'abord de se fondre dans la nature, d'être accepté, de l'accepter, parce que souvent c'est pas facile. Vous avez des tiques, vous avez ce qu'ils appellent des moltucas. Des moltucas, c'est des espèces d'abeilles qui se mettent sur votre main. Vous êtes en train de... Rien que le nom déjà, ça fait flipper. Vous attrapez, et puis vous sentez le dard qui est en train de se planter, mais vous pouvez pas faire ça parce que vous êtes en train de travailler. Ah donc oui. il faut souffrir en silence. Mais oui. Oh, donc il faut accepter tout ça, et il faut observer. Et là, tout ce que le mentor Isao Matsushita vous a inculqué, la patience, l'humilité, tout ça, ça surgit. Oui, je pense. Et puis aussi de mon père, la pêche. Oui. Il faut observer les bancs de thon. Quand vous êtes dans la forêt pour trouver des cèpes, il faut regarder s'il y a des chênes ou des hêtres, savoir observer, savoir regarder, prendre la patience, savoir aussi perdre, rentrer bredouille. Ouais. Et tout ça se regroupe. La résilience. Vous avez trouvé le mot. Mais la patience aussi, hein. Moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Je suis pas quelqu'un de très patient, à vrai dire. Mais moi non plus. Mais je suis pas très sur certaines choses. Je vais pas être très patient. Mais quand il s'agit de faire des images comme ça, je peux y passer des heures et des heures et des heures et des heures jusqu'à c'est ce qu'on appelle la passion. Et lorsque vous attendez comme ça plusieurs semaines sans avoir une seule image, finalement, c'est le mental à ce moment-là qui fait toute la différence pour vous. Vous vous retrouvez face à vous-même. Et c'est pas ce qu'il y a de plus difficile? C'est très difficile. Qu'est-ce que vous vous dites alors? Vous avez des grands moments de désespoir, de se dire, mais il y a quand même toujours, même quand vous êtes sur votre tour, là au milieu de la forêt, en train d'attendre, vous vous dites, mais là en ce moment, les Parisiens sont sur le périphérique, et ils sont tous en train de courir dans le métro, et moi je suis là sur ma tour au milieu de la forêt en train d'attendre un jaguar et que j'ai pas encore vu, mais que je vais voir. Donc vous motivez. Donc je préfère ça finalement. Vous motivez comme ça, vous dites quand même j'ai de
j'ai de la chance. Alors vous relativisez et je veux dire, demain sera un jour meilleur. Vous apprenez. C'est important ça. Je pense que chacun devrait justement réfléchir comme ça, dans n'importe quel domaine, dans sa vie de manière générale. Quand on perd patience, qu'on n'est plus motivé, qu'on a envie de tout arrêter, c'est de dire bon, ok, il y a pire quand même. Oui, il faut relativiser. Alors, il y a des philosophes qui disent oui, non, il faut jamais dire oui, mais il y a toujours plus malheureux que soi, c'est pas vraiment une solution et tout. On peut en discuter pendant longtemps. Moi, Vous voyez le côté positif, pardon. Oui, c'est plutôt je ça. pense. Ouais. Bon, il y a des moments où j'ai eu des gros coups de blues, me dire bon bah t'y arrives pas, t'es mauvais, oui, c'est des remises en question. Et puis ça passe. Voilà. Surtout, c'est souvent aussi avec des moments de fatigue. Donc bon, bah, faire une bonne sieste, bien manger, se reposer, prendre du temps pour soi, reprendre des forces pour repartir. Ouais, j'imagine surtout lorsque vous finissez par vous faire attaquer par un jaguar, et je crois que vous avez été justement attaqué par un jaguar. Ça vous a pas dissuadé de continuer le tournage, et comment ça s'est passé justement ? Elle était dans un arbre, une jeune femelle. Je l'ai pas vue, on l'a embêtée parce qu'elle avait des petits. Et vous savez, les jaguars, quand ils vous attaquent, ils vous sautent sur le crâne. Oh, ah oui. Et, donc elle était dans un. Je l'ai pas vue et elle a sauté et j'ai mis la main et elle m'a attaqué, elle a planté les deux dents là et j'ai réussi à m'en débarrasser en lui tapant sur le museau. Et d'un seul coup, elle a lâché, elle est partie. Mais j'avais la main vraiment très abîmée. Pendant 2 ans, j'ai chanté encore la morsure. Mais vous l'acceptez, cette part de risque ? Mais j'ai toujours vécu comme ça. Vous ne posez pas vraiment la question en non, fait. Non, maintenant, quand j'ai eu les enfants, oui, j'ai commencé, ça a été ça me déchirait. C'est-à-dire que, mais vous avez quand même continué. Oui, mais j'avais toujours cette réflexion. Par exemple, avant de partir sur un Dakar, 15 jours avant, déjà, ça commence à cogiter. Ouais. Parce qu'on se souvient, moi, tous les accidents que j'ai eus, j'en ai eu quand même 3. 3 accidents en hélico ? Ouais. Ah ouais. Et toujours sur le Dakar. Ah, en plus. Ouais. Ok. Et après, il y en a eu d'autres, moins graves, mais enfin, quand même, on est passé encore. Il y en a eu un il y a 6 mois, au mois de janvier, en Arabie Saoudite. On s'imagine pas tout ça, nous, en tant que spectateurs. Non, en fait, non. on regarde les images, on trouve ça super beau. Oui, mais on se dit pas, les gens dans l'hélico, là, ils sont en train de morfler. C'est comme c'est comme quand on fait de la magie. Si on vous montre le tour, ça perd tout son charme. Les gens, on n'est pas là pour leur raconter nos misères et nos peines. Le tout, c'est de faire rêver les gens, que ce soit sur le tour, sur un film, les gens n'ont pas à savoir ce qui se passe. Pourtant, des fois, ce serait bien aussi qu'ils prennent conscience parce qu'ils ont tous l'impression que quel beau métier. C'est vrai, quel métier fantastique et tout, mais à quel prix ? Mais c'est pour ça que je vous invite justement dans ce podcast. C'est important. C'est gentil. Alors, vous avez été amené à faire des choses extrêmement variées, et c'est toute la richesse de votre travail, du cinéma, du documentaire, de la télé, de la pub, et j'en passe. Quels sont les types de tournages qui vous procurent le plus de plaisir et de satisfaction ? Tous dans leur diversité. Mais si vous deviez en choisir un seul. Évidemment, oui, c'est les films animaliers, ça reste quand même, c'est unique parce que c'est de telles émotions. Là encore, par exemple, mais ça peut être très varié. Par exemple, là, cette année, sur le Tour de France, on a eu la chance de nous envoyer d'aller filmer le Mont Blanc. Ouais. Et là, on a réussi, on avait de très bonnes conditions météo, parce que des fois, ils se laissent approcher, ou des fois, ils refusent d'ouvrir ses portes. Et là, on aurait pu rester une bonne trentaine de minutes au-dessus, et là, raconter une histoire avec un gars qui était en haut, qui est parti avec une voile, un autre qui était en cordée, qui était à genoux, qui arrivait finalement à monter, à se serrer dans les bras. C'était d'une émotion, mais c'était... Et puis vous rendez compte, vous êtes tout petit face à cette montagne à 4800 mètres dans des moments intenses. Oui, parce que vous y allez en hélico. Hein. Oui, en montant en hélico. Et là, vous voyez, sur le Tour de France, ça reste c'est du vélo, mais là, ça a été un moment intense. Magique. Et quand je suis redescendu, on est redescendu, là, je me suis dit, mais on était très émus avec le pilote et Manu Benitou, et j'étais très ému, j'avais les larmes aux yeux, parce que je me suis dit, Eric, tu fais le plus beau métier au monde, quelle chance d'avoir vu ça. Et c'est pareil pour l'animalier, il y a eu des moments où je me dis, mais quelle chance en Afrique de voir un léopard en train de monter avec sa proie, des moments en se disant, mais
quel métier m'a donné la chance de voir tout ça, de voir les Bushmen, de voir toute cette variété. Quel métier aurait pu me donner autant d'opportunités, de découvertes de différents peuples. En tout cas, c'est un métier qui vous permet de garder quelque chose de très, 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 très important et qu'on oublie souvent avec le temps lorsqu'on devient adulte. C'est le fait de s'émerveiller, de continuer à s'émerveiller devant des choses. C'est vrai, hein ? C'est vrai. S'émerveiller comme un enfant, en fait, quand on voit quelque chose voilà, qui est beau, qui est magique. Et là, je peux vous le dire, parce que les personnes ne nous voient pas, ils nous écoutent, mais vous avez un grand sourire. Et on voit vraiment que c'est un métier qui vous passionne, quoi. Est-ce que vous cherchez toujours à raconter une histoire à travers vos images ? C'est important. Même là, quand on était au Mont Blanc, l'histoire est arrivée, c'était pas juste filmer le haut du Mont Blanc. En fait, vous arrivez et vous avez la chance de voir l'émotion de deux mecs qui sont montés. Ils sont partis 2 jours avant pour se jeter en haut. Vous arrivez à ce moment-là et puis vous regardez, il y en a un autre qui est en bout de cordée, l'autre le tient, il est épuisé, il n'arrive pas à monter. Finalement, il y arrive et il s'enlace, peu importe s'il y a le Covid, en haut du Mont Blanc. Vous assistez à ça, mais c'est... Et avec votre caméra, c'est comme quand vous écrivez un roman avec un stylo. Ouais. C'est votre stylo, vous racontez une histoire. Enfin, moi, j'ai toujours appréhendé comme ça, ou un coucher de soleil, ou vous savez, vous pouvez manipuler l'image, donc vous pouvez transmettre votre sensibilité à la caméra pour capter ce que vous voyez. Et ça, c'est ça, une belle image. Alors, toute cette expérience que vous avez emmagasinée, tout ce que vous avez construit, ça a une valeur, une grande valeur même. L'excellence, ça se paye, et je trouve que c'est tout à fait normal. Hein. Avec le temps, vous êtes forgé une réputation dans le monde audiovisuel, puisque quand on a Éric Vessière dans son équipe, clairement, c'est un gage de sérieux et de qualité. Du coup, est-ce que c'est comme ça que vous arrivez à imposer vos conditions et vos tarifs ? Écoutez, moi je peux travailler si je m'entends bien avec des gens où on va me jouer franc jeu et on va me dire ça va te coûter 600 €, ça va, ou 300 € ou même gratuitement, je vais le faire. Ça va dépendre de la relation que je vais avoir avec la personne. Mais, d'accord. Oui, parce que j'ai jamais oublié, je travaille pas. Évidemment, l'argent est important, il faut bien financer les études des enfants. Là. Mais je pense qu'on arrive à avoir ce genre de discours dans la vie quand on a réussi à atteindre un certain niveau assez confortable. Et là, on se dit, OK, je travaille avec les gens que j'aime bien et sur les projets que j'aime bien. Voilà. Ça, c'est quand on arrive à avoir un certain niveau quand même. Oui, enfin... Avant ça, on n'est pas... Non, évidemment. On regarde quand même combien ça coûte. Il y a le crédit remboursé, il y a ceci. Mais moi, j'ai pas cette éducation-là. Évidemment qu'il faut... tout se paye. Tout se paye, surtout la qualité. Oui, voilà. Mais, donc, ça peut être très variable. Ça peut être 0, comme ça peut être 1500, 2000 €, 3000 € la journée. D'accord, ok. Je trouve que c'est intéressant, justement, pour nos auditeurs, d'avoir une tranche de prix, de tarifs. Parce que ce ne sont pas des métiers qu'on connaît, dont on parle et qu'on nous présente à l'école, par exemple. Mais c'est la jungle. C'est la jungle ? C'est la jungle. Vous connaissez bien la jungle de toute façon. Oui, je connais bien. Enfin, un petit peu, mais moi, à mon époque, on était payé à la journée et c'était non négociable. Les conditions ont changé aussi. Les productions ont changé. Les gens, les acteurs, les producteurs sont plus vraiment des gens qui sont du métier. C'est très variable, en tout cas. C'est des gens qui sortent des écoles de commerce et qui n'ont pas... Bravo, mais qui n'ont pas la culture de l'image, comme moi, des producteurs que j'ai connus, qui sont maintenant à la retraite ou qui sont décédés, qui avaient une culture du métier, qui connaissaient le métier, les contraintes de l'assistant jusqu'au directeur. Vous trouvez que c'est quelque chose qu'on a perdu avec le temps ? Ah oui. Ouais. Oui. Moi, j'ai rien contre les écoles de commerce, mais c'est la finance qui gère et qui compte, à part quelques niches et à part quelques productions qui veulent la qualité, qui misent sur la qualité et qui mettent les moyens. Oui, beaucoup moins. Par exemple, Netflix. Oui, voilà. Ça, c'est un bon client, par exemple. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai des séries sur les explorers qui passent sur Netflix. Oui, c'est vrai. Mais pareil, quand ces gens-là m'ont contacté, ils m'ont dit, nous, on veut de la... on veut le top du top. Qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne pour avoir le top du top en hélicoptère ? Mais je dis, c'est simple, mais ça va
tout de suite, on va passer dans des budgets conséquents. Donc Après, c'est clair que pour avoir ce genre de clients et ce genre de commentaires et de messages, j'ai envie de dire, faut avoir travaillé des années justement pour faire ses preuves et montrer qu'on est capable d'apporter cette haute qualité. Et puis après, ouais, forcément, on a la chance de pouvoir travailler sur des productions énormes et des choses super intéressantes. Et pouvoir aussi imposer ses propres tarifs. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que pour avoir Éric Vessières, c'est entre 800 et 3000 euros la journée. Et croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Le résultat sera juste exceptionnel. Alors, Éric, vous êtes installé à Arcang, connu comme étant l'un des plus beaux villages du Pays Basque. Alors moi, personnellement, je ne connais pas cette région. Mais en tout cas, je suis allée regarder sur Google et ça a l'air d'être absolument magnifique. Un endroit très serein où on a envie de se reposer, de se ressourcer. Et j'aimerais savoir à quoi ressemble la journée type d'Éric Vessières quand vous n'êtes pas en tournage, bien sûr. C'est d'abord quand vous rentrez d'un Tour de France ou par exemple, ça peut arriver. Là, ça fait 2 mois et demi. J'ai fait 200 heures d'hélico en 2 mois et demi. Si vous voulez, d'un seul coup, c'est une décompression pendant plusieurs jours. Et qu'est-ce que vous faites de vos journées alors ? Moi, je trouve que savoir ne rien faire, c'est un art. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, j'ai d'autres passions. J'ai ma collection de guitares. Ah donc, oui. Je joue de la guitare. Bon, j'aime bien les guitares des années 60. Donc j'en ai quelques-unes que je rêvais d'avoir quand j'étais gosse, avec mes idoles de l'époque. Ah, donc vous avez une petite collection de guitares. Voilà. Sympa. Donc je joue un peu de tout parce que j'aime bien ça, un peu de jazz, un peu de rock, un peu de blues. Je m'occupe de la propriété parce que j'aime bien aussi ce côté nature de m'occuper de l'entretien de la maison, du jardin, de tondre, et ça alors ça c'est j'aime bien, quoi. Je me retrouve, et puis je sors pas beaucoup, j'ai pas envie de voir beaucoup de monde. J'ai envie d'être tranquille. Je retourne c'est tout simple. Des choses assez simples finalement, loin de votre quotidien. Très loin. Ouais. Très loin. Je parle pas beaucoup, donc vivons cachés, vivons heureux aussi. Je suis totalement d'accord avec cet adage. Et vous vivez toujours dans la maison familiale ? Toujours. Ah, c'est important ça pour vous ? Ah, c'est primordial. J'ai appris à compter là, ma grand-mère, il y a eu plusieurs générations. Beaucoup d'histoires dans cette maison. Absolument, beaucoup d'histoires avec des personnes, avec des fortes personnalités, des gens pour qui j'ai beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration. Et pour moi, cette maison, c'était la liberté quand je rentrais de Paris et que j'allais. Donc, je suis extrêmement attaché. J'ai appris à compter dans les escaliers. C'est important de garder justement la maison dans la famille. Ouais. C'est primordial. Ouais. Pour moi, alors là, c'est ça. Si j'ai bataillé pour la garder. Si je perdais cette maison, c'est un peu si j'étais déraciné. Je suis très attaché. C'est un très très bel endroit en tout cas. C'est un bel endroit. Ouais. Finalement, ça demande beaucoup de sacrifices pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Avec le recul, y a-t-il une chose que vous referiez différemment ? C'est une bonne question. Oui, il y a toujours des choses qu'on voudrait faire différemment. Être un peu plus diplomate, un peu moins exigeant, être plus ouvert. Je pense que c'est mes défauts. Mais des choses à changer plutôt, j'ai l'impression, sur l'aspect relationnel. Ouais. Est-ce que vous êtes satisfait de la vie que vous menez aujourd'hui ? Oui. Je peux mourir demain. J'ai pas de regrets. J'en ai pris plein les yeux. Je sens une espèce de calme, de satisfaction. Enfin, c'est pas de l'autosatisfaction, mais d'avoir eu une vie bien remplie par rapport à d'autres personnes. Et voilà, maintenant il me reste de profiter de la vie parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Donc profiter, essayer de faire le bien autour de moi. Ouais, très important ça, voilà. C'est le cas. Et qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants retiennent de vous ? Ah, mes enfants, que j'ai été un bon père, qu'ils ont eu beaucoup d'amour, qu'ils ont grandi dans des conditions exceptionnelles,
que j'ai tout fait pour eux, et que je les aime, et que j'étais un bon père, même si des fois je pense que c'est toujours perfectible, mais oui, j'aimerais bien qu'ils se souviennent de moi quand je ne serai plus là. J'ai essayé de tout leur donner, peut-être des fois maladroitement, mais j'ai essayé de leur faire découvrir le monde, de les amener un peu partout, de leur faire partager l'hélico, l'avion. Mais bon, c'est pas encore fini, mais puis là ils sont dans une période où c'est l'adolescence, donc l'adolescence c'est pas facile, et puis quand t'es un père aussi un peu absent, c'est maman qui... Oui, c'est encore moins facile, c'est sûr. C'est pas facile. En tout cas, ils peuvent être très très fiers d'avoir un papa comme vous, d'avoir réalisé autant de choses dans sa vie et de pouvoir partager aussi autant d'anecdotes, d'histoires, et d'avoir marqué vraiment le paysage audiovisuel de cette façon. Bon, j'espère qu'ils écouteront ce podcast. Je souhaite un jour... Est-ce que vous pouvez dire que vous avez réalisé votre rêve d'enfant ? Oui, totalement. J'ai toujours été libre. La liberté, c'est cher, ça coûte cher des fois, mais j'ai toujours fait ce que je voulais. Et ça, c'est magnifique. Oui, je pense que j'ai beaucoup de chance. Donc j'ai fait ce que je voulais. J'ai toujours été libre, sans dépendre de personne, en traçant mon chemin tout seul, en écoutant aussi les uns et les autres, mais en étant libre. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Merci en tout cas Eric d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ? Allons-y. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Me brosser les dents. Vous dormez combien d'heures par nuit ? Très peu. Quelle nouvelle compétence vous aimeriez acquérir et pourquoi ? Appréhender mieux la vie. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? La cigarette. Quel animal vous représente le mieux ? Mon surnom, c'est Jaguar. Qu'avez-vous appris de nouveau aujourd'hui ? L'écoute. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres ? La jalousie. De quel luxe vous ne pourriez pas vous passer ? Ma maison. Quel est le film ou documentaire qui vous a le plus marqué ? Citizen Kane. Quelle série vous regardez en ce moment sur Netflix ? Aucune. Si vous deviez rester enfermé durant 10 ans dans une cellule, seule, coupée du reste du monde, de quelle manière vous occuperiez votre temps ? Jouer d'un instrument. Quelle est votre plus grande peur ? La mort. Si vous pouviez inviter une personne à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Serge Gainsbourg. Si vous disposiez de 100 € et pas 1 € de plus, dans quoi les investiriez-vous ? Un bon resto. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? À HSP au bord de la mer. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? La pugnacité. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? L'égoïsme. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je bois une tisane. Merci beaucoup Eric d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai l'impression que c'était un petit challenge, ces questions rafales. Voilà. C'est casse-tête. Alors c'est quoi la suite pour vous ? Est-ce qu'il y a un prochain tournage en vue ? Ah bah là, je fais la finale de Roland Garros. Oui. Et le matin à 9h27, j'ai un avion pour rentrer chez moi. Et là, il faut que je m'occupe de la maison parce qu'il y a des problèmes avec l'humidité. Ah, donc, retour à la vie réelle. Ah oui, non, mais et puis aussi, je m'achète un nouveau portable parce que je me suis fait voler mon portable il y a une semaine, donc j'ai plus de portable. Ouais, c'était un peu compliqué pour justement mettre en place cet entretien. Plus de portable, et puis voilà, et puis me reposer parce que là, ça fait 2 mois et demi et je commence à fatiguer. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps justement de répondre à mes questions. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance et vraiment d'avoir découvert tout votre parcours. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Et pour toutes les personnes qui souhaitent justement découvrir un peu plus votre parcours ou peut-être même vous contacter, où peut-on vous retrouver ? À Arcang. Villa Pensia. Donc vous prenez un vol direct Arcang et c'est là à Biarritz, oui. Je les accueillerai. Et sur internet oui, si vous voulez, vous m'écrivez
à mon adresse mail vestiaire2@wanadoo.fr. Très bien. Écoutez, moi je partagerai justement votre adresse mail sur le site lemanalshow.com. Merci Éric Vessière, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Je vous remercie, c'était un plaisir. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les 3 meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Éric Vessière. Conseil numéro 1, trouvez votre mentor. À travers cet entretien, on a pu découvrir l'importance d'avoir un mentor. Autrement dit, une personne qui vous apporte son expérience pour vous guider dans votre projet et votre développement personnel. En partageant son expérience, un mentor peut vous aider à trouver des clés de réussite et éviter de reproduire certaines erreurs. Il peut vous aider à faire de bons choix et à prendre de meilleures décisions. Il vous donnera accès à son réseau en vous introduisant auprès de personnes influentes qui pourraient jouer un rôle déterminant pour vous. Un mentor va vous aider à vous fixer des objectifs, à passer des caps et surtout à prendre confiance en vous. Ne négligez pas cet aspect important qui pourrait être un véritable game changer dans votre processus de réussite. À votre tour, réfléchissez aux moyens mis à votre disposition pour trouver un mentor dans le domaine qui vous intéresse. De cette façon, vous irez beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Conseil numéro 2, les plus belles réussites demandent souvent les plus grands sacrifices. Quand on est face à la réussite d'une personne, on imagine rarement tous les efforts déployés pour arriver au plus haut niveau. Pourtant, quand on creuse un peu, on se rend compte à quel point le chemin a été long et semé d'embûches. Lorsqu'on s'engage vraiment et sincèrement dans une voie, comme c'est le cas pour Éric Vessière, on y laisse forcément quelques plumes au passage. Ce sont les règles du jeu. La vie est une succession de choix. Les gens ne voient que les côtés positifs, les belles images et les beaux trophées. Mais je pense qu'il est important de chercher à connaître l'envers du décor, les coulisses, pour avoir une idée plus réaliste des choses. Et je trouve que c'est ce qui donne encore plus de valeur à un parcours de vie. Et enfin, conseil numéro 3, tel un maître japonais, cherchez à vous perfectionner dans votre domaine. Passion, rigueur et travail acharné sont les valeurs fondatrices qui vous mèneront vers la maîtrise de ce que vous faites aujourd'hui. C'est en ayant cet état d'esprit que vous arriverez à vous élever au-dessus de la mêlée. Ce qui me plaît dans l'approche d'Éric Vessière, c'est qu'il cherche la perfection pour proposer une expérience unique. Dans un monde où la médiocrité semble être la norme, faites la différence en donnant le meilleur de vous-même. Pour trouver de la satisfaction dans votre travail, vous devez avant tout avoir le sentiment de progresser. Et même si la passion n'est pas forcément là au départ, c'est en ayant la maîtrise de ce que vous faites que vous prendrez de plus en plus de plaisir à vous mettre au travail. La conséquence de tout ça, c'est que l'excellence attirera toujours des personnes qui respecteront votre travail. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez été inspiré pour actionner les changements dont vous avez besoin dans le but de devenir une meilleure version de vous-même. Si vous avez apprécié cet entretien, la meilleure façon de soutenir mon travail et celui de mon équipe est de laisser un avis positif sur iTunes et Apple Podcasts, qui sont les plateformes références pour le classement des podcasts, et votre avis pourra m'aider à donner beaucoup plus de visibilité au Manal Show. Pour ça, c'est simple, il suffit de laisser 5 étoiles et vous pouvez ajouter un petit message si vous le souhaitez, parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais chaque avis positif fera la différence, donc je compte sur vous. Vous pouvez également rejoindre notre groupe privé en vous inscrivant gratuitement sur le site lemanalshow.com pour recevoir tous les contenus exclusifs que je vous envoie chaque semaine. Je partage les meilleures ressources possibles pour développer vos connaissances et vos compétences dans plein de domaines différents et je sélectionne uniquement le meilleur que je prends soin de vous déposer délicatement dans votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast ou en allant directement sur le site lemanalshow.com. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!